Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, lors de la dernière émission, on a pu établir un parallélisme et des correspondances entre la conférence que Federico García Lorca avait prononcée à Grenade sur le Cante Jondo et l'un de ses recueils de poèmes intitulé Poema del Cante Jondo, dont nous avions lu des extraits en français et en espagnol dans le cadre du premier volet qui a donc été consacré à Lorca. Une autre conférence qui annonce, je cite en espagnol, Una sencilla lección sobre el espíritu oculto de la dolorida España, c'est-à-dire une simple leçon sur l'esprit caché de la douloureuse Espagne. Cette conférence donc sera exposée à Buenos Aires et à Montevideo en 1933 et 1934, et Lorca l'intitulera Juego y teoría del duende, jeu et théorie du duende. Comme l'indique Lynn Amselem, qui a traduit cette conférence, je la cite, tentait de dire « L'essence de son pays est une entreprise ambitieuse. Ce je ne sais quoi qui fait l'Espagne, ou plutôt l'Andalousie, c'est le duende. Mais qu'est-ce que le duende ? Selon les dictionnaires, un esprit follet qui viendrait troubler certaines maisons. Son étymologie, dueño de la casa, signifie maître de la maison. On le représente dans les contes populaires sous les traits d'un enfant ou d'un vieillard. On l'appelle aussi duende, un chardon très sec et épineux d'Andalousie, et enfin le charme mystérieux et ineffable du flamenco. Dans toutes ces acceptions, le duende est insaisissable. Lorca ne le définit jamais et l'on ne peut pas le traduire. Pour le montrer, le poète échafaude une théorie générale de l'art qui distingue trois types de moteurs pour la création. L'ange, la muse et le duende qui passent par le sang et par le corps. Alors, ces trois types de moteurs pour la création sont ainsi détaillés et décrits par Lorca dans cette même conférence. L'ange guide et soigne, comme saint Raphaël, il défend et protège, comme saint Michel, il annonce et prévient, comme saint Gabriel. L'ange éblouit, mais il vole au-dessus de la tête de l'homme, il est par-dessus, il déverse sa grâce, et l'homme, sans aucun effort, réalise son œuvre, exerce sa sympathie ou exécute sa danse. L'ange du chemin de Damas est celui qui se faufile par l'étroite lucarne d'Assise ou celui qui emboîte le pas à Heinrich Suso, qui était un moine dominicain du XIVe siècle, ordonne, et il est impossible, de s'opposer à leur lumière parce qu'ils agitent leurs ailes d'acier dans l'entourage du prédestiné. La muse dicte et à certaines occasions, elle souffle. Elle a relativement peu de pouvoir parce qu'elle est déjà lointaine. Moi-même, je l'ai vue 2 fois. Et elle est tellement fatiguée qu'on a dû lui mettre un demi-cœur de marbre. Les poètes à muse entendent des voix et ils ne savent pas d'où elles viennent. Mais ce sont les cris de la muse qui les encouragent et quelquefois les croquent tout crus, comme ce fut le cas d'Apollinaire, grand poète détruit par l'horrible muse avec laquelle l'angélique et divin Rousseau le peignit. Il s'agit bien évidemment du peintre naïf, le douanier Rousseau, qui a représenté Apollinaire en compagnie de cet autre peintre avec qui Apollinaire a vécu, Marie Laurencin. Lorca ajoute « La muse éveille l'intelligence, elle apporte des paysages à colonnes et la saveur illusoire des lauriers. Or, l'intelligence est bien souvent l'ennemi de la poésie, parce qu'elle limite trop, parce qu'elle élève le poète sur un trône aux arêtes aigus et lui fait oublier que tout à coup, il peut être mangé par les fourmis
ou qu'il peut lui tomber sur la tête une grande langouste d'arsenic contre laquelle les muses qui vivent dans les monocles ou dans la rose de lac tiède du petit salon ne peuvent rien. Derrière ces phrases, on entend un peu l'évocation des peintures de l'ami de Lorca, d'un ami de Lorca, le peintre Salvador Dali. Et il ajoute encore « L'ange et la muse viennent du dehors. L'ange donne des lumières et la muse des formes. Hésiode a beaucoup appris d'elle. Peint d'or ou pli de tunique, le poète reçoit des normes dans son bosquet de lauriers. En revanche, le duende, il faut le réveiller dans les dernières demeures du sang et chasser l'ange et renvoyer la muse d'un coup de pied et ne plus craindre le sourire de Violette qu'exhale la poésie du XVIIIe siècle, ni le grand télescope dont les lentilles abritent le sommeil de la muse, malade de limites. C'est avec le duende que l'on se bat vraiment. Aussi, pour traquer, ou du moins déceler le duende dans l'œuvre de Garcia Lorca, peut-on écouter quelques-unes de ses chansons poèmes, mis en musique et chantés par Paco Ibáñez. Tout d'abord, la Canción de Jinete dans ses deux versions. Tout d'abord, celle qui est dédiée à Miguel Pizarro Zambrano et qui porte expressément le titre Canción de Jinete. Je voudrais la lire avant d'entendre l'interprétation de Paco Ibáñez. Je voudrais la lire tout d'abord dans sa traduction française. Chanson de cavalier. Sous la lune noire, des pillards de route, tes éperons sonnent. Petit cheval noir, où emportes-tu ton cavalier mort? Tes durs éperons, brigands immobiles, qui perdit les brides. Petit cheval froid, quel est ce parfum de fleurs de couteau? Sous la lune noire, la Sierra Morena a son flanc qui saigne. Petit cheval noir, où emportes-tu ton cavalier mort? Là-haut, la nuit plante à ses côtes noires des éperons d'astres. Petit cheval froid, quel est ce parfum de fleurs de couteau? Sous la lune noire, un cri et la corne d'un feu de montagne. Petit cheval noir, où emportes-tu ton cavalier mort? En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo.
La deuxième chanson, tirée d'un recueil qui porte d'ailleurs expressément le titre de Canciones, de chanson, s'intitule aussi Chanson de cavalier, Canción de jinete, mais elle est plus spécifiquement consacrée à la ville de Córdoba, et j'en lis donc tout d'abord la traduction française. Cordoue, lointaine et seule, lune grande, jument noir, olive dans le bissac, j'ai beau connaître la route, je n'atteindrai pas Cordoue. Par la plaine, par le vent, jument noir, lune rouge, la mort, tout là-bas, me guette depuis les tours de Cordoue. Ah, ma jument valeureuse, quelle interminable course! Je sais que la mort m'attend sur le chemin de Cordoue. Cordoue, lointaine et seule. Jaca negra luna grande, aceituna semialforja, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Que sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Llegaré a Córdoba. Córdoba lejana y sola. Córdoba lejana y sola. Ay, qué camino tan largo. Ay, mi jaca valerosa. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. Antes de llegar a Córdoba. Córdoba lejana y sola. Córdoba lejana y sola. Paco Ibáñez a-t-il le duende? On en jugera
en écoutant aussi un peu plus tard El romance de la luna. Le mot masculin, un romance, désigne un poème espagnol formé d'une suite indéfinie, quelquefois des quatrains, mais souvent une suite indéfinie, de vers octosyllabes qui a la même assonance dans tous les vers pairs. Et le mot romancero désignera un recueil de romances. Le romancero est donc un recueil de courts poèmes tirés des chansons de gestes ibériques à partir du XIVe siècle et transmis par tradition orale jusqu'au XIXe siècle, période à laquelle, étant donné l'intérêt porté par le romantisme à la littérature médiévale, ils commencent à être compilés systématiquement en Espagne et au Portugal dans des ouvrages écrits. Ainsi, trouvera-t-on des romances carolingiens qui ressemblent à la chanson de geste, pour nous Français, par exemple la chanson de Roland. On trouvera aussi des romances dits frontaliers qui racontent le conflit entre les occupants arabes et les chrétiens qui vont aller vers la Reconquista. On trouve aussi des romances romanesques, lyriques, épiques, etc. Federico García Lorca reprend donc cette tradition dans son recueil qu'il a d'abord intitulé Primer Romancero Gitano, qui est composé entre 1924 et 1927. Et son ambition est de conjoindre d'une part la tradition du romancero et d'autre part l'esprit gitano, l'esprit gitan, qui était déjà au cœur du cante rondo. Le recueil, qui par la suite portera simplement le titre Romancero Gitano, comporte 15 romances, plus 3 autres qui sont spécifiquement intitulés romances históricos, c'est-à-dire romances historiques. De par sa formation musicale solide et son souci de ne pas dissocier poème et chant, Lorca compose des romances qui se prêteront fort bien à une mise en musique. Par exemple, le tout premier du recueil, qui s'intitule El romance de la luna luna. Comme tout à l'heure, je le lis tout d'abord dans sa traduction française. Il est dédié à la sœur de Lorca, à Conchita García Lorca. La lune vint à la forge avec ses volants de nard. L'enfant, les yeux grands ouverts, la regarde. Dans la brise qui s'émeut, la lune bouge les bras, dévoilant lascive et pure ses seins blancs de dur métal. Va-t'en, lune, si les gitans arrivaient, ils feraient avec ton cœur bague blanche et collier. Enfant, laisse-moi danser. Quand viendront les cavaliers, ils te verront sur l'enclume, étendu, les yeux fermés. Va-t'en, lune, je les entends chevaucher. Enfant, laisse-moi, tu froisses ma blancheur amidonnée. Battant le tambour des plaines, approchait le cavalier. Dans la forge silencieuse, gît l'enfant, les yeux fermés. Par l'olivette venaient, bronze et rêve, les gitans, chevauchant la tête haute et le regard somnolent. Comme chante sur son arbre, comme chante la chouette, dans le ciel marche la lune, tenant l'enfant par la main. Autour de l'enclume pleurent les gitans désespérés. La brise qui veille, la brise fait la veillée.
y son de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. Como canta la zumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Harían con tu corazón collares y anillos blancos. On ne peut tout évoquer aujourd'hui. Nous allons toutefois écouter dans un instant un extrait d'un autre recueil qui porte le titre Divan del Tamarit, c'est-à-dire le divan du Tamari. Il s'agit d'un ensemble de 11 gacelas, qu'on peut traduire par gazelle, et de 9 casidas, qui correspond, me semble-t-il, à une forme poétique bien particulière, dont voici la dernière, que je vais lire là encore, tout d'abord dans sa traduction française, la casida de las palomas oscuras, c'est-à-dire la casida des colombes obscures. Sur les branches du laurier, j'ai vu 2 colombes obscures. L'une était le soleil et l'autre était la lune. Petite voisine, ai-je dit, où donc sera ma sépulture ? Dans ma traîne, a dit le soleil. Dans ma gorge, m'a dit la lune. Et moi qui avançais, avec la terre à la ceinture, j'ai vu 2 aigles, tout de neige, et une fille toute nue. L'un était l'autre et la fille n'était personne. Petits aigles, leur ai-je dit, où donc sera ma sépulture ? Dans ma traîne, a dit le soleil. Dans ma gorge, m'a dit la lune. Sur les branches du laurier, j'ai vu les 2 colombes nues. L'une était l'autre, et toutes 2 n'étaient personne. Por la rama del laurel van 2 palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con
con la tierra a la cintura. Vi dos águilas de mármol y una muchacha desnuda. Por la rama del laurel van dos palomas oscuras. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilita les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Por la rama del cerezo vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. Por la rama del laurel van dos palomas oscuras. Pour terminer, indiquons que l'ami de Lorca, Salvador Dalí, n'appréciait pas beaucoup le romancero gitano. Il le trouvait trop classique et presque trop folklorique. Ce jugement de Dalí a fortement influencé Lorca, qui, dans d'autres recueils que l'on évoquera la fois prochaine, comme Poeta en Nueva York, le poète à New York, cette fois-ci, Lorca va tenter des formes véritablement nouvelles et révolutionnaires. Mais on a pu constater que, par exemple, Paco Ibáñez, dans les interprétations qu'il a données des différentes chansons, des différents textes de Lorca, s'approchait, me semble-t-il, bien près de la notion de duende. Vous aurez donc écouté au cours de cette émission 2 canciones, la canción de Jinete, puis Córdoba lejana y sola. Vous aurez écouté ensuite un extrait du romancero gitano El romance de la luna luna, et enfin un extrait, comme je l'avais dit, du divan del Tamarit, la casira de las palomas oscuras. Je vous donne donc rendez-vous pour un 3e volet consacré à Lorca dans 15 jours. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.